Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, pour suivre, pour suivre les interventions, il y a un logiciel qui est créé, qui en fait note, prend en note ce que disent les différents intervenants. Je l'ai utilisé enfin, j'ai eu une visio justement avec les États-Unis mardi soir, et Mmh. ils m'ont envoyé les notes et l'enregistrement audio avec ce truc-là. Et ça prend les notes. Bon, c'est approximatif parce que quand on parle vite, avec les accents, etc., il ne comprend pas forcément. Donc, il met les mots qui lui semblent les plus cohérents, en fait. Et donc, en fait, tu as un script de ce qui a été dit. Très étrange. Et du Très bien. coup, Nous avons un invité, nous avons un invité, virtuel. ah! Pardon? OK, Donc, c'est ça. c'est ça. D'accord, je croyais qu'on avait une personne de connectée déjà, c'est pour ça que je réagissais pas trop. C'est Autopilot. Ah! C'est génial ça! Mais je sais pas. Mais je sais pas pourquoi. Parce que du coup, j'ai dû créer un compte pour pouvoir y accéder. Et maintenant, Mmh. il est automatiquement dans mon truc. Mmh. J'ai- Ok, on va Et ça tester, prend les quoi. notes alors, c'est ça? Ouais, on verra à la fin comment ça prend les notes. Mais Ouais, mais ça peut être bien, tu sais même mettre, faire des sous-titres. je sais pas comment on fait ça. Si les gens veulent suivre, si les gens veulent suivre la vidéo dans le métro et qu'ils ont pas d'écouteurs. Je sais pas comment on fait ça. Bon, bah écoute, il est 9h30. Il n'y a personne. Donc on va Aïe. lancer. On va Bon, lancer. Alors, tu avais des inscrits ou pas? j'ai pas accès au compte, en fait. C'est Amandine qui a accès Ah au OK, compte et OK. elle n'est pas là. Mmh. Donc, je vais faire un lancement et puis je vais te laisser ensuite partager ton écran. OK? Mmh. Ça On fait, roule. on fait comme si. Mmh. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis ce matin pour parler des poly-expositions. Alors, vous savez que la réglementation est en train d'évoluer sur la question et que de plus en plus, on nous demande d'aller vérifier non plus l'exposition à des facteurs de risque individuels, mais à des facteurs de risque multiples. Donc aujourd'hui, c'est l'une de nos consultantes émérites, Magali Schuller, qui va nous parler du sujet. Alors, Magali, bienvenue. Merci Stéphane, bonjour à tous. Je vais te laisser la parole et puis lancer les hostilités. Alors, si tu peux partager ton support et on t'écoute. Avec plaisir, merci beaucoup. Parfait. On voit très bien ton support. Impeccable. Stéphane, souhaites-tu présenter, la société en guise d'introduction? Enfin, Mais oui, pourquoi pas. Alors, qui est-ce qu'on est? Ben, on est une société de consultants. On est spécialisé en QSE. On a un petit peu de bagage, hein. Ça fait quelques années qu'on travaille. On intervient dans beaucoup de types d'industries ou d'activités différentes, hein, des activités de services, des TPE, etc. Mais notre cœur de métier, c'est vraiment, vraiment l'industrie. Nous sommes un organisme de formation, donc certifié Calliope, et nous sommes également labellisés intervenants en prévention des risques professionnels. merci.
Je peux présenter les domaines d'intervention aussi. Oui, on travaille sur, donc on a dit qualité, sécurité, environnement. On travaille, alors on fait de la formation, oui. On fait de l'audit et on fait de l'accompagnement. Alors ça peut être jusqu'à de l'externalisation dans certains cas, lorsqu'il manque une personne dans un service pendant une certaine période. Les entreprises nous demandent de temps en temps également de jouer le rôle d'animateur sécurité externalisé, d'animateur environnement ou d'animateur qualité externalisé. Bien sûr, on travaille sur tout ce qui est certification, ISO, MAS ou certification métier. Et puis, alors les consultants ont différentes compétences, certifications qui vont alors en qualité, amélioration continue, on a des personnes qui sont Black Belt, Lean Six Sigma. Si on parle de certification, on a des auditeurs de certification IRCA et ICA en ISO 9001, 14001, 45001. On a dans nos équipes un psychologue du travail, un ergonome, des IPRP, des personnes qui sont également CSTMD, conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses. Voilà, un volant de compétences qui peuvent être mises à votre disposition si d'aventure vous en avez un besoin. Et je m'arrête là, Magali. Impeccable. Ben, merci à tous pour votre venue. Donc, nous allons pouvoir entamer la partie technique de ce webinaire. Donc, dont le sujet sont les polyexpositions au travail. Donc, comme vous l'expliquez, Stéphane, en introduction, c'est un sujet relativement nouveau. Non pas que les polyexpositions soient nouvelles, hein, mais le fait de les prendre en compte, de les analyser, c'est quelque chose de relativement récent. Et ça a notamment été réaffirmé dans la nouvelle loi santé au travail. Donc, effectivement, l'employeur doit prendre en compte les interactions dues aux polyexpositions. Donc, pour ce webinaire, je me suis inspirée et je me suis documentée, hein, en suivant le webinaire INRS qui s'était tenu le 12 octobre 2023. Donc, c'était une journée complète dédiée à ce sujet. Pour l'instant, il n'est pas encore disponible. Le webinaire de l'INRS, pour l'instant, n'est pas encore disponible sur leur chaîne YouTube, hein, mais ça ne saurait tarder. Encore des petits fours, alors là, des petits fours, c'est pour des petits éléments. Alors, pour les définitions, donc, qu'est-ce qu'une polyexposition? Donc, la définition du site de l'INRS, hein, stipule qu'il s'agit d'une exposition simultanée ou séquentielle, hein, donc pas forcément des expositions qui ont lieu en même temps, de nuisances multiples. Donc là, on prend bien en compte les polyexpositions par des voies diverses. Donc, on va également prendre en compte toutes les voies de pénétration. Donc, vous voyez que le spectre est extrêmement large. Donc, quand on parle de nuisances multiples, hein, on va notamment parler, alors souvent, voilà, on va penser aux substances chimiques, donc exposition au risque chimique. Donc, nuisances physiques. Donc, nuisances physiques, ça va être la température, la luminosité, par exemple. Facteurs biomécaniques. Facteurs biomécaniques, donc là, ce sont les contraintes physiques de travail. Par exemple, les gestes répétitifs, le port de charge. D'accord? Les agents biologiques, exposition à des agents biologiques, hein, que ce soit en laboratoire,
ou au niveau des stations d'épuration, etc., hein. Ça peut également être extrêmement vaste, l'exposition aux agents biologiques, ainsi que l'effort. Donc, l'effort, hein, ce sont les facteurs organisationnels. Donc, là, on pense notamment aux risques psychosociaux. Voilà. Donc, ce sont principalement ces 5 familles de risques, hein, qui sont considérées quand on va parler de polyexposition. Alors, est-ce que je peux te poser une première question? Je t'en prie. Quand on parle d'effort, est-ce que ça concerne également le travail en horaire posté ou en équipe successive alternante? Tout à fait. Tout à fait, hein. C'est également pris en compte, hein. Ça fait partie des facteurs organisationnels. Et d'ailleurs, nous allons voir un petit peu, nous allons exposer ça un peu plus tard, hein, effectivement, que le rythme de travail en équipe, par exemple, a un impact avéré sur d'autres facteurs d'exposition et notamment sur la partie chimique. Donc, vous constatez qu'on a une infinité de combinaisons à évaluer. Alors, c'est un sujet extrêmement complexe. Vous verrez que pour l'instant, les connaissances nous sommes au balbutiement des connaissances. Alors, il existe des outils, hein, mais pour l'instant, ils ne sont pas nombreux. Donc, à nouveau, on va vous exposer, hein, les outils existants. Donc, ce sujet monte en puissance. D'accord? Donc, en 25 ans, on a eu 8 fois plus de publications sur le sujet. Donc, pourquoi le sujet monte en puissance? Ben déjà, c'est un sujet dont on est en train d'en prendre l'ampleur, hein. On se rend compte que c'est un sujet qui est extrêmement impactant, mais aussi du fait de la polyvalence de plus en plus importante, hein, qui est demandée au poste de travail. Donc forcément, hein, les agents doivent être de plus en plus polyvalents. Et donc, là, ben, qui dit polyvalence, hein, dit également exposition multiple et polyexposition au poste de travail. Donc, il y a une enquête, hein, qui a été menée, donc commandée enfin pilotée, hein, par le plan santé au travail. D'accord? Donc, une enquête Summer a été menée entre 2016 et 2017. Et les résultats de cette enquête, hein, sont assez éloquents, pardon, puisqu'en effet, 97% des travailleurs salariés sont au moins concernés par deux catégories d'exposition. Voilà, de parmi les 5 catégories qu'on a vues plus haut. Donc, pour résumer, simplement très rapidement, le résultat de cette enquête, hein, cette enquête révèle que nous sommes tous concernés en fait, hein, par les polyexpositions, d'où l'importance de ce sujet. Hein, c'est pas pour rien que ça a été réaffirmé dans la nouvelle loi santé au travail, hein, c'est puisque nous sommes quasiment absolument tous concernés. Ce qui est également intéressant, hein, c'est que cette enquête a mené des statistiques, hein, qui ont permis de mettre en évidence 12 groupes homogènes d'individus polyexposés. Voilà, donc ça a permis de dégager 12 grandes catégories de travailleurs polyexposés. Un peu comme on peut faire pour l'évaluation des risques chimiques, hein, où on va dégager des groupes d'exposition homogènes, hein, et ben, de la même manière, hein, d'un point de vue statistique, ça a été réalisé pour les polyexpositions. Enfin, Alors, ça, voilà. c'est un chiffre qui interpelle quand même, Magali. Je Oui, ne m'attendais pas. Alors, je connais pas je connais pas l'enquête, hein, je ne l'ai pas consultée, mais je ne m'attendais pas à ce que autant de personnes soient concernées par les polyexpositions. C'est juste ouais, hallucinant, quoi. c'est hallucinant. Complètement, c'est un sujet qui est vertigineux quand on commence à s'y intéresser, hein, puisque effectivement, ça impacte tout type d'activité, tout type de domaine. Donc, voilà, il y a très peu de salariés qui sont épargnés par les polyexpositions. Enfin, voilà. Donc, vous voyez à l'écran les. Alors, je vous ai fait un,
un récapitulatif extrêmement rapide et succinct de cette enquête que vous pouvez intégralement retrouver en ligne si ça vous intéresse. D'accord? Vous tapez dans Google enquête Summer Polyexposition et vous la trouverez facilement. Donc, je vous ai simplement sélectionné ce schéma qui récapitule donc les 12 catégories, les 12 groupes homogènes d'exposition. Et donc, vous voyez les expositions qui s'empilent. Et donc, il y a un seul groupe homogène qui va cumuler les 5 groupes d'exposition. Et il s'agit des professionnels de santé. Voilà, donc les professionnels de santé ont un profil extrêmement critique d'un point de vue des polyexpositions. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir, ils sont à la fois exposés à des contraintes biologiques, forcément, dans les métiers de la santé, à des contraintes chimiques, d'accord, que ce soit pour le nettoyage ou pour les médicaments qui soient administrés dans les hôpitaux. Donc ça, il ne faut pas oublier non plus, le personnel de santé doit également se protéger pour ne pas être exposé à toutes ces substances chimiques qui peuvent être extrêmement dangereuses quand nous ne sommes pas nous-mêmes malades. Des contraintes physiques, d'accord, en termes de port de charge. Donc, quand il s'agit voilà, de transporter du matériel, déplacer les patients qui sont alités, par exemple, etc. De fortes contraintes organisationnelles, donc ça, je pense qu'on a tous bien compris. C'est un métier qui est extrêmement en tension d'un point de vue organisationnel. Et des contraintes relationnelles, effectivement, c'est un métier où on est exposé au public. On a énormément d'interactions relationnelles. Et puis, on sait que ça peut également être facteur de risque. Voilà. Donc, on s'en doutait déjà que c'était une profession extrêmement critique, mais bon, là, on a les statistiques et les chiffres qui parlent pour nous confirmer tout ça. Voilà, donc cette enquête est passionnante. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller la consulter en détail. Nous allons maintenant aborder les mécanismes de la polyexposition. Donc, on va faire des maths. Ouais, alors, c'est peut-être pas la partie que tout le monde préfère le matin, si. Oh, pourquoi pas, vous allez voir, on va avoir des petites surprises. Ça va un petit peu changer de ce qu'on a pu apprendre à l'école. Ok. Donc, on commence simple. 2 plus 2 égale 4. Jusque-là, tout va bien. Donc, c'est le principe de l'additivité, c'est-à-dire que 2 expositions qu'on cumule, l'effet va s'additionner de manière linéaire. D'accord? Jusque-là, je suis moi. C'est bon. Jusque-là, c'est bon? Donc, c'est simplement, voilà, on va avoir un cumul tout à fait logique des risques. Jusque-là, ça va. Alors, ça commence à se compliquer, l'antagonisme. 1 plus 2 égale 2. Donc là, c'est un des rares cas où la polyexposition va être favorable, puisque finalement, les effets vont s'annuler. Et donc, le risque résultant sera plus faible que les 2 risques pris individuellement. D'accord? Donc, c'est des cas quand même pas courants. D'accord? Donc, c'est notamment le cas si on est exposé à du méthanol et de l'alcool éthylique. Donc, la somme des effets va être inférieure à la somme individuelle, puisqu'effectivement, les effets chimiques vont s'annuler et vont faire finalement baisser le niveau de risque initial. Voilà, mais bon, c'est pas ce qu'il faut retenir des polyexpositions. C'est quand même un cas très spécifique, mais ça existe. Ensuite, nous avons la synergie 1 plus 2 égale 5. D'accord? Donc là, ça veut dire, on est dans un phénomène exponentiel. Donc, si on cumule les 2 risques, l'exposition sera beaucoup plus importante que si on prend les 2 risques pris individuellement. D'accord? Donc là, on est plus sur un effet exponentiel où un des risques va vraiment accroître le potentiel dangereux de l'autre risque.
Et enfin, le dernier, la potentialisation, c'est 0 plus 3 égale 5. Donc 0 plus 3 égale 5. Pour illustrer ça, ben, c'est un, un risque qui va en déclencher un autre. D'accord? Donc vous pouvez avoir une situation qui de base n'est pas dangereuse, mais si vous la cumulez à un autre risque, et ben là, vous avez un potentiel extrêmement dangereux. C'est ce qu'on appelle la potentialisation. Alors, c'est vrai que les deux derniers, hein, la synergie et la potentialisation, ouais, c'est quand même une notion Mm. très particulière. C'est très particulier, hein. Donc la synergie, un exemple pour l'illustrer, hein, ça va être cumuler l'exposition à certains solvants organiques, comme par exemple le styrène, et une exposition au bruit. D'accord? Donc les deux produits pris individuellement donc, vont avoir un impact sur l'audition. Donc c'est bien connu pour le bruit, beaucoup moins connu pour les produits chimiques. Donc pareil, hein, il y aura un petit chapitre consacré là-dessus tout à l'heure. Et les deux ensemble, hein, ben, ça augmente très fortement le potentiel vis-à-vis, le potentiel dangereux hein, vis-à-vis de l'audition, puisque les deux produits vont affecter l'audition. Enfin, voilà, et mis ensemble, et ben voilà, on est sur une synergie, hein, le risque va être exponentiel. On en parlera tout à l'heure. Alors les effets sur la santé, bah, ils sont multiples, hein. Donc ça dépend vraiment de la situation de travail, des familles de risques concernés. Donc, ça peut être à la fois bah, des troubles musculo-squelettiques, d'accord? Je pense notamment aux gestes répétitifs en situation de stress, d'accord? Ça va démultiplier le risque de TMS. Les gestes répétitifs en milieu froid, pareil, hein, ça va augmenter les risques de TMS. Les atteintes cutanées, ça peut être aussi, bah, comme on discutait tout à l'heure, hein, des atteintes auditives, des atteintes respiratoires, etc. Donc, comme dans tout principe d'exposition, bah, il faut faire une analyse de risque, hein. Il n'y a pas de situation unique. Donc là, le seul moyen de déterminer ça, c'est de faire une analyse de risque, hein, observation au poste de travail, et puis ensuite on fait l'évaluation et ça nous permet d'en déduire les effets qu'on peut avoir sur la santé. Voilà. Donc le sujet des polyexpositions est très vaste, hein. Pour l'instant, c'est un sujet qui n'est, comme je vous ai dit, qui est relativement neuf et donc qui n'est pas harmonisé. D'accord? Donc on va avoir plusieurs termes, plusieurs concepts qui vont aborder les polyexpositions de manière un peu différente. Donc voilà, j'ai pas de solution miracle à vous proposer, hein. Je vous fais un état de ce qui existe actuellement, hein. Et c'est également ce que nous a présenté l'INRS lors de son webinaire. Donc c'est vraiment l'état actuel des connaissances. État actuel des connaissances, on peut parler d'exposition agrégée. D'accord? Donc le terme est relativement transparent. Exposition agrégée, ben, ça veut dire qu'on va cumuler toutes les expositions auquel peut être exposée ben, une personne, hein, que ce soit de l'exposition due à son environnement de travail, à ses activités, au bâti. Donc là, je pense notamment ben, à l'amiante, hein, des choses comme ça hein, qui peuvent être relarguées par son environnement de travail, mais également à l'environnement général. Ça veut dire à ce qu'on va pouvoir inhaler le week-end en se promenant dans les champs, en se promenant en ville, etc. Les expositions qu'on peut avoir à son domicile aussi. Donc ça, c'est vraiment l'exposition agrégée où on va avoir une approche globale de l'exposition du salarié. Voilà. Donc, on prend en compte les sources multiples, d'accord, que ce soit ben, l'air, l'eau, l'alimentation, les voies multiples, que ce soit ben, inhalation, contact, ingestion, hein, évidemment, hein, si on parle d'alimentation. Voilà.
Donc, un exemple qui est utilisé pour illustrer ça, c'est l'exposition au cadmium. D'accord? Il y a des études qui ont été faites, qui ont réussi à démontrer l'agrégation des expositions. Donc, le cadmium, c'est un métaux lourd qu'on peut retrouver dans notre environnement général, dans notre vie courante, dans notre vie privée. Mais c'est aussi un produit auquel peuvent être exposés les travailleurs à leur poste de travail. Donc là, c'est un bon exemple pour illustrer ce que peut être l'exposition agrégée. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on va être sur un cumul. Voilà, toutes ces expositions, finalement, le cadmium va se cumuler. Et c'est des choses qui peuvent être mesurées par des analyses biologiques. Donc, vous voyez que les polyexpositions, ça nécessite forcément un peu de décloisonner la vision qu'on peut avoir des risques. C'est vrai que souvent, en tant que préventeur, classiquement, ce qui nous est demandé, c'est qu'on fasse l'exposition au poste de travail. Qu'est-ce qui se passe au poste de travail? D'accord? La personne va souder. À quoi est-ce qu'elle va être exposée? OK? Un peu plus tard, et ben voilà, elle va nettoyer une pièce. À quoi elle va être exposée? Etc. La polyexposition, ça nécessite un peu de prendre de recul et puis de décloisonner la vision qu'on peut avoir de l'analyse de risque. On va vraiment essayer d'englober l'environnement, de prendre en compte l'environnement de la personne. Alors ça me fait un petit peu peur, parce que autant, alors déjà, c'est pas si simple que ça d'identifier tous les risques qu'on peut avoir au sein de l'entreprise, Oui. notamment quand on parle de risques chimiques. Et là, Mm, la chimiste diplômée que tu es ne me dira pas le contraire. mm, mm. Mais si en plus on doit aller, je ne sais pas si la réglementation demande demain d'aller gérer l'exposition en dehors du travail, ça risque d'être compliqué parce que là on va se heurter à déjà à la volonté peut-être des salariés de communiquer sur ce qu'ils font en dehors du travail Mm. et puis il va falloir aller mesurer. Enfin, c'est juste complètement hallucinant, quoi. Je pense qu'à mon avis, la réglementation va se limiter à ce qu'on rencontre dans le travail parce qu'on ne pourra pas aller sur le domaine de la vie privée. Enfin, je donne un avis, Complètement, mais je n'en sais complètement pas plus. d'accord. J'ai juste encore une question. Mais ça ne met pas en cause aussi les maladies professionnelles, du coup, qui seraient déclarées au travail, du coup, par rapport à ça? Alors effectivement, après, les maladies professionnelles, il y a une enquête qui est menée, donc il y a une suspicion de maladie professionnelle qui est déposée, et puis ensuite le médecin de la CPM, voilà, il fait son enquête sur l'état de santé du salarié. Voilà. Mais effectivement, ça remet beaucoup de choses en question. Oui, parce Donc, que l'employeur oui, pourra à ce moment-là s'opposer peut-être en disant que ce n'est pas du fait tout à de... fait. Tout à fait. Effectivement, une maladie professionnelle, il faut qu'elle soit due à une exposition professionnelle. Tout à fait. Mais après, là, l'employeur, effectivement, ça rejoint ce que disait Stéphane. Pour l'instant, l'employeur ne peut pas, et heureusement, et je ne pense pas que ça va changer, s'immiscer dans la vie privée des gens. D'accord? Donc là, on est vraiment sur un concept qui, pour l'instant, est extrêmement théorique, puisque dans la pratique, effectivement, en tant que préventeur, on se limite à l'analyse de risque dans l'entreprise. D'accord? Pour l'instant, en tant que préventeur, on ne peut pas aller plus loin. On n'a pas les moyens. Ça, c'est Mais simplement, oui, oui, non, juste, mais on évalue le risque individuellement, mais jamais Enfin, je sais pas comment on dit, poly... ouais, prendre en compte les polyexpositions, on ne le fait pas beaucoup pour l'instant. Ouais. On ne le fait pas beaucoup et puis on n'a pas beaucoup d'outils pour le faire non plus. Donc si on ne le fait pas, c'est pas puisqu'on n'est pas bon ou qu'on est passé à côté de quelque chose. C'est simplement que pour l'instant, le sujet est extrêmement nouveau. On a très peu d'outils. Un des seuls outils qu'on a, c'est Mixi, qu'on va voir tout à l'heure, qui nous permet d'évaluer la polyexposition au risque chimique. Et pour l'instant, c'est le seul outil concret que l'INRS nous a mis à disposition. Donc voilà, il ne faut pas s'affoler. Simplement, l'objet de ce webinaire, c'est de voir un peu plus loin, voir ce à quoi on va tendre en termes de prévention des risques. Parce que D'accord? je sais que la médecine je faisais partie de la médecine du travail, il fut un temps. Et ils avaient travaillé sur multipénibilité justement pour les facteurs contraintes posturales et ce genre de choses.
Et du coup, en fait, je pense qu'il y a d'autres choses qui existent déjà, mais en fait, ça serait remettre tout ensemble, c'est ça, regrouper tous les outils qu'on trouverait. Mm. D'accord. Donc on est qu'au début, hein. Ok, merci. On est au début. Alors là, on voit à peine la partie visible de l'iceberg, hein, on est vraiment au début. Donc voilà, mais ça va se faire petit à petit. Forcément, il y aura de l'accompagnement, hein, on va pas vous demander du jour au lendemain d'évaluer la polyexposition sans qu'on vous donne d'outils, sans qu'il y ait de publications, sans que les médecins du travail soient également armés, hein, et puis pour évaluer tout ça, hein, c'est clair, hein. Voilà. Donc, dans la philosophie, ça rejoint aussi un peu la philosophie de la loi santé au travail, hein, qui consiste à un petit peu décloisonner médecine de ville et médecine du travail. D'accord? Ça aidera également la passerelle entre exposition professionnelle et puis éventuellement exposition dans la vie privée. Vous voyez, c'est vraiment un concept plus global. Forcément, ça soulève aussi des questions de santé publique. Vous voyez, donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'un petit peu décloisonner tout ça pour réussir à améliorer la santé globale du salarié. Et pour l'instant, ça reste beaucoup de théorie. Voilà. Alors l'idée, c'est pas de paniquer, hein, c'est vraiment essayer de comprendre ce vers quoi on tend. Mais ce ne sera pas pour demain, potentiellement pas pour après-demain non plus. Je pense que ça va prendre un certain temps, hein. Voilà. Mais en tout cas, on voit que ça pose beaucoup de questions, hein, les polyexpositions. Et puis, c'est ce qui se disait aussi au webinaire de l'INRS, hein, beaucoup de questions et peu de réponses, hein, c'était la conclusion. Donc, c'est tout à fait normal qu'on soit un petit peu dans l'expectative, hein. Mm. Voilà. Alors, je me permets de passer à la suite, hein. Vous pourrez bien sûr continuer à poser vos questions, il ne faut pas hésiter. Et nous aurons une session également de questions-réponses à la fin du webinaire. Alors, l'exposome, encore une notion nouvelle, hein, concernant les polyexpositions. Donc, l'exposome, ça va vraiment être la cartographie d'exposition d'un salarié. Donc, vous vous souvenez, hein, des 5 familles de risques qu'on prend en compte pour les polyexpositions, hein, qui ont été déterminées par l'INRS, hein, c'est dans la définition de l'INRS. Mais à cela, hein, donc ça rejoint un peu l'exposition agrégée. On va prendre en compte également des facteurs individuels d'exposition. Voilà. Donc, facteurs individuels, ça peut être à la fois les expositions qu'on peut avoir dans son environnement, dans sa vie courante. Mais après, c'est aussi d'autres facteurs individuels, l'impact d'un danger, hein, ne sera pas le même selon qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit jeune, qu'on soit âgé, etc. D'accord? Ou bien qu'on ait une prédisposition à certaines choses suite à une maladie qu'on a pu avoir, etc., etc. Donc voilà, l'exposome, c'est également une des notions, hein, qui nous permet de travailler sur la polyexposition, hein. Donc, on est toujours sur un principe d'exposition agrégée. On va faire le cumul de toutes les expositions au cours de sa vie professionnelle, vie privée. Et on prend également en compte les facteurs individuels. Voilà. Donc, pour évaluer justement, hein, ce cumul d'exposition, hein, pour l'instant, un des outils qui est à la disposition, effectivement, c'est d'utiliser les recherches, les biomarqueurs pour faire voilà, des recherches biologiques, hein, des analyses d'urine, des choses comme ça qui peuvent être effectuées.
Voilà, mais là, c'est plus dans la main de l'employeur, évidemment, hein. C'est dans la main, c'est dans les mains de la médecine du travail. Voilà. Donc, cette notion d'exposome est définie dans le Code de la santé publique, hein. Donc, tout à l'heure, je vous disais, c'est également un sujet qui va relever de la santé publique. L'exposome, c'est une notion que pour l'instant, on ne retrouve pas dans le Code du travail. Donc là, c'est aussi une des difficultés, un des obstacles qu'on a quand on traite des polyexpositions, c'est que les terminologies ne sont pas harmonisées. Les concepts d'approche ne sont pas harmonisés. Et puis, bah, comme vous pouvez le voir, les définitions ne sont pas harmonisées non plus. Donc, pour l'instant, c'est chacun qui essaye un peu d'avancer, de structurer de son côté l'approche sur les polyexpositions. Mais effectivement, si on veut vraiment réussir à avancer tous ensemble, il y aura un travail d'harmonisation de toutes ces définitions, hein, et de toutes ces approches à effectuer. De toute façon, Magali, tant que on n'aura pas légiféré sur la question, je Mm. doute qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui prennent le lead et qui aillent évaluer les polyexpositions, à moins de faire partie de peut-être de sites pilotes Oui, en lien avec oui, l'INRS. oui, oui, tout à fait. Alors, il y a des sites pilotes, effectivement, hein, il y a une présentation, hein, que vous pourrez visionner, hein, qui a été faite par Airbus. Alors, effectivement, hein, ça reste comme tu dis, hein, des sites pilotes, des analyses extrêmement pointues, mais qui font finalement progresser la recherche, qui permet d'avoir du retour d'expérience. Voilà. Voilà, mais toutefois, hein, c'est certes, nous ne sommes pas pour l'instant pas outillés pour le faire, d'accord, mais c'est demandé dans la loi santé au travail, donc ça nécessite aux préventeurs, aux chefs d'entreprise, aux médecins, etc., de tout doucement prendre un peu de recul et se dire attention, on ouvre un petit peu, on se décloisonne un peu dans notre vision des choses et on sait que c'est un sujet qui va arriver. Voilà. Là, ce webinaire a vraiment vocation introduire doucement le sujet, hein, mais effectivement, mettre des choses en place concrètes à l'issue de ce webinaire, à part déployer Mixi dans son entreprise, ça va être compliqué de faire plus, hein. Un peu frustrant. Voilà. Alors, polyexposition chimique. Donc là, enfin, ouf, nous avons un outil concret. D'accord, qui est l'outil Mixi. Donc, c'est un des seuls outils qui existent, hein, pour évaluer la polyexposition aux risques chimiques. Donc, vous avez une note technique de l'INRS, hein, qui est disponible, hein, qui vous explique en détail comment utiliser Mixi. Donc, Mixi, c'est un outil en ligne, hein, contrairement à Ceritch, ce n'est pas un logiciel téléchargeable. Donc là, c'est un outil en ligne, donc, qui permet de faire une évaluation de la polyexposition, soit d'un point de vue qualitatif ou d'un point de vue quantitatif. Quantitatif, ça veut dire que vous avez fait des mesures d'exposition au poste de travail et puis vous connaissez précisément le taux d'exposition de vos salariés. Qualitative, vous faites sur la base des substances auxquelles les travailleurs sont exposés et donc Mixi vous proposera un niveau de risque théorique. Voilà, qui est déjà une très bonne première approche, hein. Donc, comment fonctionne Mixi? Donc là, pareil, hein, je vous invite à, si vous ne connaissez pas, un petit peu tester, hein, l'outil en ligne. Donc, qui fonctionne très simplement, hein. Donc, il faut renseigner les substances auxquelles le travailleur est exposé et vous indiquer, si vous avez les mesures, hein, la concentration à laquelle le travailleur est exposé au poste de travail, donc qui s'exprime en milligrammes par mètre cube. Le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va cumuler par famille, par classe d'effets toxiques.
par exemple, tous les produits qui vont provoquer une atteinte des voies respiratoires supérieures. C'est ça. Et là, Oui. c'est une continuation de Seirich, du coup, ou pas? Enfin, Alors, on peut, quand on a Seirich, on peut, on peut pas, enfin, faire un transfèrement. non, malheureusement, pour l'instant, l'outil, il est basique. Alors, il fonctionne très bien, hein, mais pour l'instant, cette fonctionnalité n'existe pas. On ne peut pas faire de passerelle directe entre Search et Mixi. Par contre, dès lors qu'on a son évaluation Search, quand même, ça nous a un petit peu quand même préparé le travail, hein, puisqu'on connaît nos produits, on connaît nos expositions. Donc, ça facilite grandement le remplissage de Mixi et puis ça évite toute la phase d'investigation où on va essayer de comprendre à quoi est exposé le personnel. Voilà. Donc, si vous avez fait l'analyse dans Search, finalement, vous avez déjà fait votre analyse de risque, vous avez déjà compilé vos données. Mais après, effectivement, il faut renseigner manuellement dans Mixi. Il n'y a pas de possibilité d'import ou d'export des données. Avec l'intelligence artificielle, on ne peut pas espérer un jour avec les FDS juste les scanner et puis qu'ils récupèrent les données qu'il faut. Ça nous ferait gagner du temps. Oui, c'est sûr. C'est sûr, hein, donc à ma connaissance, ça n'existe pas. Je ne dis pas que ça n'existera jamais, mais effectivement, ce serait un bon marché à prendre. Si vous avez une FDS qui est dans un format PDF propre, d'accord? Donc, pas quelque chose de scanné, hein, mais un PDF, par exemple, que vous avez directement pu récupérer auprès du fournisseur, vous avez une possibilité d'analyser votre FDS dans Search et puis ça va pouvoir vous extraire notamment certaines données comme les mentions de danger et les conseils de prudence. Voilà, il y a une petite possibilité d'analyse du FDS dans Search, mais ça reste relativement limité. Merci. De rien. Voilà. Alors, effectivement, une des limites de Search aussi, c'est si on a un grand site hein, avec beaucoup de produits, potentiellement, ça fait énormément de lignes à rentrer manuellement dans Mixi. Donc, ça paraît également compliqué dans les grandes entreprises hein, de le déployer à grande échelle pour tout le monde. Donc, si effectivement on s'intéresse à la question, qu'on est déjà mûr sur le sujet, ça veut dire qu'on a déjà son évaluation Search, d'accord? Puisque ça, c'est vraiment l'étape préalable. Hein. Si on est mûr sur le sujet, qu'on a son évaluation Search, on peut commencer à déployer Mixi sur un poste de travail. D'accord? Donc, un poste de travail où il y a plusieurs produits qui sont utilisés. Et puis voilà, commencer comme ça, petit à petit, à s'approprier l'outil et puis à commencer à déployer son analyse de polyexposition. Et au stade actuel, des connaissances, si vous faites ça, c'est déjà très, 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 très bien. Voilà. C'est déjà, vous êtes déjà au maximum de ce qu'un préventeur peut faire en entreprise en termes de prévention des polyexpositions chimiques. Voilà. Donc, juste un petit point d'attention, hein, comme vous pouvez le voir, hein, les effets CMR, hein, vous voyez, donc ne se cumulent pas. Hein, d'accord? Donc, tous les effets toxiques ne peuvent pas se cumuler, hein, et puis c'est notamment le cas des CMR. Donc, on ne peut pas appliquer un principe d'additivité. Voilà. Puisqu'effectivement, ça, vous vous souvenez hein, des petits calculs hein, qu'on avait fait en début de webinaire. Mixi part du principe que 1 plus 1 égale 2. D'accord? Il part sur le principe de l'additivité. Ce principe d'additivité-là ne s'applique pas pour les produits CMR. D'accord? Donc, c'est pour ça hein, que ici, dans le cumul hein, de l'exposition, hein, Mixi affiche non applicable pour les CMR. Voilà. Par contre, atteinte pour les voies respiratoires, hein, la substance 1 voilà, contribue à 36%, plus 39% de substance 2 pour atteindre des voies respiratoires, on arrive à 75%. Donc, on fait 36 plus 39, hein, 1 plus 1 égale 2. Voilà, c'est ce qui est appliqué ici, 75%. Hein.
on va encore être sous la valeur limite d'exposition professionnelle. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Non, là, non, je pense qu'on peut passer aux exemples de polyexposition. Ouais. Alors, exemple de polyexposition dont on a déjà parlé, hein, c'est exposition au bruit et aux solvants. Donc, certains solvants organiques, hein, dont le styrène, comme on a évoqué avant, sont ce qu'on appelle autotoxiques. Donc, ça veut dire toxique pour l'oreille, hein, si on reprend la terminologie. Donc, altération des fonctions auditives. Et donc là, on va être sur un effet synergique. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, certains solvants organiques vont avoir une action sur le système auditif. Et cette action, et donc la voie de transmission, hein, ça va être par le sang, d'accord? Contrairement au bruit, hein, qui va passer directement par le conduit auditif. D'accord? Donc, ces produits-là, eh ben, vont agir sur l'organe de Corti, donc bah, voilà, qui se trouve dans l'oreille interne. Et donc, comme je vous disais, là, la transmission se fait par le sang, hein, donc le styrène va arriver ben, via l'irrigation, d'accord, au niveau de l'organe de Corti. Et le styrène va fragiliser les cils de l'oreille interne. D'accord? Donc les cils seront rendus ben, plus vulnérables et plus fragiles. Et si on additionne à ça une exposition à un bruit, à un niveau sonore hein, important, les cils vont être sollicités et risquent de casser, puisqu'effectivement, ils ont été fragilisés par l'action du styrène. Vous voyez? Donc c'est quand même quelque chose, bah, pas évident à évaluer, hein, et puis, bah, si on ne le sait pas, on ne peut pas l'inventer. Mais effectivement, hein, dès lors que vous avez, manipulation de solvant, il faut vous dire: «Attention, est-ce qu'il n'y a pas également du bruit, dans l'atelier?» hein, puisque là, on est sur un effet synergique. Voilà, l'inverse est vrai aussi, hein, si on est exposé à du bruit, attention, est-ce qu'il n'y a pas, du solvant? D'accord? Et donc effectivement, le port des bouchons, ne suffit pas, hein, puisque la fragilisation, des cils se fait justement par, irrigation. Voilà, donc le port des protections auditives va permettre de réduire, le niveau d'exposition, au bruit. Il faut également agir sur, l'exposition aux solvants, hein, et faire en sorte que, le produit ne pénètre pas, dans l'organisme. Mais, pardon. Oui, je vous en prie. Les bouchons ne préservent pas par rapport à l'aspect chimique? Bah, non, non, parce que justement, l'aspect chimique, ça va être par, le système sanguin. Donc, contact, cutané, inhalation ou ingestion. D'accord? Oui, oui, je vois bien, ouais. Voilà. Et donc, bah, le bouchon, va protéger effectivement du bruit, mais ça ne suffit pas. Vous voyez, si le bouchon, il est Mais mal mis ou si la personne le d'accord, OK. retire à un moment donné, Mais là, c'est pour une exposition de longue durée par rapport au produit, non? Ou ça peut être, il y a pas de notion de temps. il y a pas de notion de temps? Voilà, Un simple c'est-à-dire toucher du produit fait que les cils seraient sensibles immédiatement? Non. ça, Je je peux pense pas qu'il vous le faut dire. Je je peux pas pense vous le qu'il dire. faut quand même une exposition, pour que enfin, que ça aille jusqu'à cette partie de l'organisme, il faut quand même qu'il y ait une circulation, dans le sang, de tout le corps. Donc je pense, à minima, ouais, je pense qu'il faut quand même 8 heures d'exposition, enfin une bonne heure enfin pas mal de temps Là-dessus, je me prononcerai pas. J'ai pas, oui, oui, voilà, je comprends bien. j'ai pas C'est les pour l'aspect. chiffres, Oui, mais oui, oui. effectivement, c'est une question qui peut se poser, hein. Effectivement, à partir de quand est-ce que les cils sont atteints par le produit? Mais ça peut aller très vite, hein. Un produit qui rentre dans le sang, après, très rapidement, est pompé dans l'ensemble de l'organisme, hein. Mm. Ouais, mais il faut quand même une exposition, avec un certain temps. Je veux dire, c'est pas juste un premier.
Enfin, je pense qu'il faut la durée rentre en ligne de compte, ça c'est sûr. Effectivement, ça rentre en ligne de compte, mais voilà, j'ai pas la connaissance nécessaire pour vous dire à partir de combien de temps, effectivement, ça c'est impactant. Donc là, c'est l'analyse approfondie à votre poste de travail hein, en fonction aussi de la quantité de produits, de la concentration, quels sont les EPI, etc., etc., quelles sont les aspirations au poste de travail, quel est le niveau sonore. Vraiment, là, c'est l'analyse de risque détaillée qui va vous permettre d'évaluer si oui ou non il y a risque. Voilà. Mais effectivement, le temps, forcément, hein, le temps est un facteur important à prendre en compte. Hein. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres exemples que le bruit et les solvants, Magali? Oui, nous avons par exemple l'exposition aux produits chimiques et puis également à des horaires de travail atypiques. Donc, pareil, il y a une enquête Summer qui a été menée. Donc là, c'est uniquement des statistiques, hein, c'est-à-dire que cette enquête a révélé que finalement, les personnes qui travaillent en horaire atypique sont plus exposées à des produits chimiques. D'accord? Donc, 31% des personnes travaillant en journée sont exposées à des produits chimiques. 61% des personnes travaillant en horaire atypique sont exposées à des produits chimiques. Donc déjà, ça, c'est d'un point de vue purement statistique. De fait, les personnes qui sont en horaire atypique vont être plus exposées aux produits chimiques. Donc, ils vont utiliser plus de produits chimiques, par exemple, hein, que des personnes travaillant en journée. Donc ça, c'est déjà un premier fait. Et Pourquoi ensuite, il y a... C'est par rapport. Je comprends pas en quoi le rythme circadien fait qu'on utilise plus de produits. Ah non. Alors, effectivement. Donc là, pour l'instant, on va être purement sur un fait que les personnes qui travaillent en équipe, statistiquement, sont plus exposées à des produits chimiques. Donc ça, c'est l'exposition brute. D'accord? Ah, ok. Voilà. Ensuite, on va parler effectivement des cycles circadiens. Donc, cycle circadien, c'est notre horloge biologique hein, qui est rythmée par l'alternance jour-nuit. Donc, tout notre système hormonal, par exemple, hein, est rythmé par ces fameux cycles circadiens. Donc, vous comprenez que lorsqu'on est en horaire atypique, il va y avoir une désynchronisation de fait, hein, puisque l'alternance jour-nuit ne sera plus la même de ces cycles circadiens. Les rythmes circadiens jouent également sur notamment l'excrétion du produit chimique, l'absorption, la distribution, etc. Donc là, vous commencez à comprendre que la temporalité a une importance. Selon qu'on va être exposé à un produit chimique le matin ou le soir, l'impact sur l'organisme ne sera pas le même parce qu'il sera plus ou moins absorbé et éliminé par l'organisme. Donc là, il y a très peu d'études qui ont été menées, mais il y en a quand même eu, donc des études scientifiques. Donc, malheureusement, qui ont été menées, malheureusement pour les rats, hein, ça a été mené sur eux. Donc, il y a une dose toxique de cyanure qui leur a été injectée à 2 populations. Donc, une première population a eu la dose à 8 heures, H1, et une deuxième dose à 20 heures, H2. Donc, vous constatez hein, qu'effectivement, la population de rats qui a reçu sa dose à H1, donc il y a une mortalité de 20%. La population qui a eu son injection à 20 heures, il y a eu 100% de mortalité au sein de la population. D'accord? Donc là, ce qu'on peut en déduire hein, de cette enquête, de cette expérience, pardon, c'est qu'effectivement, l'élimination du produit, hein, il semblerait que l'organisme élimine plus facilement les produits chimiques le matin que le soir, où finalement le métabolisme commence à se mettre au repos et donc l'organisme va être beaucoup plus vulnérable car moins à même d'évacuer les toxiques. Voilà. Je suppose que l'étude n'a pas été faite sur des personnes qui travaillent exclusivement de nuit. Non, pour l'instant, ça, c'est des études qui ont été menées sur les animaux. Hein.
Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ça, c'est Et des puis, études je me vois mal injecter du cyanure à Oui, dose toxique à des travailleurs juste pour voir si certains décèdent ou pas. Ah bon, ça se fait pas. Dommage. on n'a pas le droit de un Ah, on n'a pas le pourcentage droit. de réduction. C'est mal, c'est pas bien, faut pas le Ah là faire. là, trop de règles, trop de Faut pas règles. donner trop de mauvaises idées. Donc, comme je vous disais, hein, c'est un sujet encore peu étudié, on a peu de réponses, hein, mais c'est quand même un sujet, je pense, qui est passionnant, hein, qui mérite d'être creusé. Il y a également des... Donc, vous comprenez qu'également, ben, on peut ça ouvre une porte également ben, à la prise de médicaments. Selon qu'on prend son médicament le matin ou le soir, eh ben, le potentiel de ce médicament ne sera pas le même, hein. Et puis, je sais qu'il y a des études qui ont été menées en ce sens-là sur l'administration de traitements de chimiothérapie en fonction ben, de l'heure à laquelle le traitement est administré au patient, eh ben, l'effet ne sera pas le même. Donc là, c'est quand même un potentiel énorme qui est à prendre en compte hein, d'un point de vue santé. Voilà, donc ça, c'est des risques cachés auxquels, effectivement, de but en blanc, hein, si on n'a pas la connaissance, on ne peut pas le prendre en compte, hein. Voilà. Écoutez, on va faire un petit focus réglementaire, hein, on en a déjà parlé. Donc, que nous demande la réglementation? Bah, déjà, c'est une obligation d'évaluation générale des risques, hein. Ça, c'est le principe général de prévention. D'accord? La nouvelle loi santé au travail ben, introduit le fait que les situations de polyexposition doivent être analysées pour les risques chimiques. D'accord? Donc ça, c'est un volet qui a été complété pour le risque chimique. Également sur la partie risque chimique dans le code du travail, hein, donc on précise qu'il faut prendre en compte les expositions simultanées ou successives. Donc là, on prend bien en compte le principe d'exposition agrégée, où finalement, on va cumuler les effets toxiques. D'accord? Je vous ai parlé du bruit. Donc effectivement, il y a une mention du risque bruit pour le styrène dans le code du travail, hein. Donc c'est une toute petite ligne dans le code du travail, hein. Donc bon, ça évoque bien le fait que pour l'instant, les polyexpositions, bah, c'est un peu un millefeuille réglementaire, hein, et ben, chacun y a mis un petit peu sa touche, à la fois ben, dans le code du travail, dans le code de la santé publique. C'est également quelque chose qu'on retrouve dans la réglementation biocide, d'accord? Donc, qui demande, lors de la mise sur le marché hein, de substances biocides, que l'analyse de risque, que les études de risque préalables hein, prennent en compte les expositions combinées sur une même journée, hein, le cumul des voies d'exposition. Voilà. Ça, c'est en effet l'agriculteur, hein, il va préparer sa substance, après il va la pulvériser, après il va circuler dans ses champs, après il va nettoyer son pulvérisateur, etc., etc. Ben, toutes ces expositions se cumulent. Donc aujourd'hui, si on veut synthétiser Magali, Mm. est-ce qu'on peut dire que la réglementation euh, tourne essentiellement autour des produits chimiques? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, quand même, vous constatez que dans tous les exemples qu'on donne, hein, il y a effectivement bah, le risque chimique qui est pris en compte. Alors pourquoi? Peut-être puisque le risque chimique, c'est un risque finalement qui est quantifiable. On a les fiches de données de sécurité, on peut faire des mesures d'exposition, on peut faire des analyses biologiques, des analyses d'urine, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui reste finalement de quelque chose de mesurable et de palpable. Mm. Et c'est un bon angle d'approche hein, pour une entreprise qui se dit, bah voilà, je souhaite faire quelque chose et commencer à mettre quelque chose en place pour la polyexposition. Bon, de mon point de vue, commencer par le risque chimique, ça peut être une bonne idée, hein. Effectivement, c'est un bon angle d'attaque, hein. Et puis, oui, c'est un des seuls risques pour lequel on a également un outil concret, Mixi, qui est peut-être pas parfait, hein, mais qui a le mérite d'exister et qui, pour l'instant, est le seul outil à notre disposition pour faire la polyexposition des risques chimiques.
Voilà. Donc, je vais conclure, hein. Donc, c'est un sujet qui nécessite plus que jamais une approche pluridisciplinaire. D'accord? Donc, comme on a déjà pu le constater, ben, au niveau de nos échanges durant ce webinaire, donc ça nécessite vraiment que, forcément, hein, c'est une approche globale qui nécessite de décloisonner. Donc, forcément, il faut avoir plusieurs expertises, plusieurs points de vue pour réussir ben, à concaténer tout ça et puis à faire une analyse de risque le plus juste possible. Donc, on le savait déjà, hein, qu'une analyse de risque, il faut qu'elle soit pluridisciplinaire, hein, mais c'est plus vrai que jamais pour l'analyse des polyexpositions. Enfin, voilà. Donc, la polyexposition, hein, la prise en compte de la polyexposition, ça permet vraiment d'affiner l'analyse de risque et d'être au plus juste dans les moyens de prévention qui sont mis en œuvre. Hein. Donc, c'est vraiment un outil extrêmement puissant en matière de prévention. Enfin, voilà. Donc, pour l'instant, c'est extrêmement frustrant puisqu'on est au balbutiement, donc on manque de modèles, d'outils. La partie réglementaire n'est pas encore harmonisée et puis à niveau pour nous aider à avancer là-dessus. Donc, voilà, pour l'instant, c'est uniquement une introduction au sujet pour qu'au quotidien, on soit attentif, que de temps en temps, on puisse tiquer sur des situations de travail qui auparavant nous paraissaient pas forcément problématiques. Donc voilà, c'est simplement pour enrichir notre regard quand nous faisons les analyses de risque au poste de travail. Je vous remercie tous beaucoup pour votre attention. J'espère ne pas vous avoir noyé. Non, 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 Donc, non. Pas du tout. Merci beaucoup. ou désespéré. Donc, bon, on n'a pas fini, très Je vais rapide. patienter encore un peu, on va attendre. Alors, déjà, est-ce que vous avez encore des questions par rapport à ce sujet technique? Pour moi, c'est bon. Moi Ok, aussi, c'est bon. super. Merci beaucoup. Stéphane, est-ce que je te laisse la main pour la suite? Si tu veux, oui, si tu veux. Merci beaucoup pour ta présentation. Merci à toi. Très complet. Ça a l'air très technique. Je pense on va se gratter un petit peu la tête pour mettre ça en place dans les entreprises. C'est vrai que sans les outils, c'est plus compliqué. Alors avant de se quitter, effectivement, on peut parler peut-être des formations de l'année prochaine, parce qu'on a notre catalogue de formations qui vient de sortir. Donc si vous le souhaitez, si vous ne l'avez pas encore reçu, on va pouvoir vous l'envoyer si vous le désirez, en version électronique, naturellement, on ne fait plus de papier. Et puis, il est librement accessible sur notre site internet. Et c'est vrai que là, ce mois-ci, Résilience fête ses 15 ans. Donc, alors, la surprise a été un petit peu éventée, parce on a communiqué dessus sur les réseaux sociaux, mais on a décidé d'offrir à tous nos clients qui sont basés géographiquement assez proches de notre siège, on a décidé de leur offrir à tous une séance euh, de sophrologie pour leur équipe, histoire d'aborder la fin d'année, c'est la dernière ligne droite, avec sérénité, en essayant d'évacuer tout le négatif, de façon à être beaucoup plus et serein, et puis productif aussi, mais apaiser les tensions et faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Voilà, je pense que ça conclut un petit peu la matinée. Je pense qu'on a fait le tour, Magali. Oui, tout à fait. Je pense que il y a déjà beaucoup de sujets qui ont été abordés et soulevés. Parfait. Bon, alors, il me reste encore une fois à remercier les participants, à te remercier toi, Magali, pour l'intervention. Je vous Avec souhaite une plaisir. bonne journée, puis je vous dis à bientôt. À bientôt. Au Allez, au revoir. revoir. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement.